Comment et pourquoi faire confiance en la justice de son pays si le président de la République, lui-même le garant de la nation et le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, n'y croit pas, alors qu'il est le magistrat suprême? Nous sommes en République démocratique du Congo où la population victime assiste impuissante à la mauvaise gouvernance de ses dirigeants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique, mon héritage, qui reçoit pour vous Maître Janon Ngandou, avocat depuis 2004 au barreau de Kinshasa, Matete. Ici, nous l'invitons en tant que juriste. Bonjour, Maître Janon. Bonjour Madame Anaïs, ainsi que tous les héros dans l'ombre qui sont avec vous. Et merci de répondre à notre invitation. Votre Merci. profession se meurt et comment la sauver? Bien, merci beaucoup Madame Anaïs pour la parole. La profession ne se meurt pas, mais elle a connu quand même quelques perturbations, mais elle n'est pas abandonnée, elle est entre les mains des médecins, si je peux ainsi m'exprimer. Pas dit en passant que la justice, c'est l'œuvre de nous tous. Nous voyons d'un côté les magistrats, de l'autre côté nous, les auxiliaires de la justice, que sont nous qui sommes les avocats. Et nous avons aussi les parties qui sont tantôt victimes, tantôt les plaignants. Donc, c'est une affaire nationale, c'est une affaire qui nous intéresse au plus haut point. Au moment où nous disons qu'elle se meurt, nous disons peut-être qu'elle est malade, mais il y a des médecins qui sont à sa rescousse. Mais combien de temps doit-on attendre à ce que ces mots soient éradiqués? Voilà. Il est toujours mieux de prévenir que de guérir, comme on dit. Nous avons besoin de leadership et heureusement, au début de votre introduction, vous avez dit que le chef de l'État n'y croit pas. Mais moi, je crois qu'il y croit. Il intercède plutôt, il éveille Mais les... c'est lui-même qui l'a dit au cours de sa dernière prestation devant le porte-parole de son Oui, porte-parole, je peux dire Madame Salama. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. oui, je sais que les journalistes que vous êtes, vous savez bien faire les choses. Vous pouvez parfois faire sortir les termes dans leur contexte. Parce que imaginez-vous que le chef de l'État ne croit plus à sa justice. La moindre des choses est qu'il puisse remettre les tabliers. Parce qu'il est à la base de la justice. Donc, il est plutôt en train d'interpeller tous ceux qui peuvent rendre la justice à notre population de service. C'est un éveil de conscience. Il veut réveiller la conscience de tout un chacun pour que nous fassions quand même table rase avec ce que nous avons vécu il y a plusieurs années en arrière. Cette même justice, en plus, maître, c'est la même qui va nous gérer, je peux dire, les contentieux électoraux, parce que nous allons vers les élections. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à une justice comme ça? Oui, il y a eu beaucoup de dérapages. On ne peut pas nous ne pouvons pas nous en cacher. Au point que quand il y a toutes sortes d'injustices dans un pays, les communs des mortels se posent la question pour se dire, est-ce qu'il y a encore l'espoir? Je ne suis pas venu ici pour être un défenseur de ceux qui rendent la justice au pays. Les mots sont tellement visibles au point que la population ne sait plus à quel sens se vouer. Mais cependant, il est un fait nécessaire. Dès que les élections sont en cours, et lorsqu'il y aura des contestations, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui pourra maintenant déclencher, nous dire le dernier verdict, qui a gagné et qui ne l'a pas gagné. Mais, allez-y. Voilà pourquoi nous voulons maintenant que tous les acteurs politiques puissent s'imprégner. Il est encore temps de dénoncer. Les journalistes qui sont un pouvoir important sont là toujours appelés à chaque niveau électoral pour être là et dénoncer, alerter, informer à temps utile qu'est-ce qui ne va pas pour que la machine, que la Commission électorale nationale indépendante puisse être réellement la machine que nous voulons pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Merci beaucoup, maître. Mais la population est aussi très indignée d'assister à des procès de détournement des fonds ou encore des deniers publics par le membre du pouvoir en place. Et malheureusement, ce procès s'est soldé par un non-épurgement de peine par les condamnés. Comment vous pouvez faire cette lecture? Oui, de notre lecture, nous disons que l'exécution d'une peine rendue par un jugement est ce que nous pouvons dire le couronnement d'une sanction prononcée par une juridiction. Alors, il y a eu un bon bout de temps, nous avons plutôt assisté à des arrestations suivies de remises en liberté provisoire.
des libertés provisoires qui, malheureusement, se sont soldées par des acquittements. Le cas le plus frappant, c'est le cas plutôt de... Nous ne voulons pas citer les personnes. Nous avons Non, ça ne assisté sert à... à rien de citer les personnes parce qu'on le sait déjà. Oui, oui, Hmm. nous avons assisté... On n'est pas venu accuser les gens, mais nous sommes là pour décerner le mot Oui, oui. qui nous Nous font sommes du en train mal. de... L'exécution d'une sanction pénale, comme je le disais, est l'aboutissement d'une sanction préalablement prononcée par une juridiction. En dehors d'un cas que nous avons vu où une personne a déjà été condamnée et par la suite ça s'est mué en acquittement, cela veut dire qu'il y avait eu des voies de recours. Mais toutes les voies de recours pour ces procès-là qui ont été évoquées, on a vu que ça a été vraiment sanctionné par un non. Mais par la suite, à travers ce que les autres appellent la machine judiciaire ou la magie judiciaire, aux grandes dames de tout le monde, on s'est retrouvé que ça s'est retrouvé en acquittement. Mais pour les autres arrestations qui ont suivi, ce n'était que des arrestations, mais malheureusement, il n'y avait pas eu de prononcé de jugement. On n'avait pas prononcé. Mais on a assisté aussi à une libération, ou encore à des libérations sélectives. Bon, nous pouvons dire que la justice, ce sont des cas. Nous allons cas par cas. Nous allons au cas. Il y a des gens qui ont été libérés provisoirement pour des soins médicaux, pour des raisons de santé, à ce que je sache. Il y a des gens qui ont été libérés provisoirement en disant qu'il y aura la suite, il y a la poursuite, la prosécution, comme nous disons, mais jusque-là, rien n'est fait. C'est là où il y a toujours beaucoup de questions. Voilà pourquoi le chef de l'État est intervenu pour dire que ça... Mais mettre spécialement, c'est comme si les gens du pouvoir, généralement, qu'on arrête, sont serrés de maladie, parce que quand ils arrivent en prison, c'est là où leur maladie se déclenche. Et ils sortent toujours en raison de soins de santé. Mais ceux de l'opposition, ou encore ceux d'autres, je peux dire professions, ou encore, ou autres, meurent en prison et croupissent en prison jusqu'à aujourd'hui. On peut prendre, bon, on n'a pas voulu citer le nom de gens, mais je dirais que Kabound peut-être aurait une santé de fer. Parce que depuis que Kabound est en prison jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été malade. Oui, c'est un paradoxe. Il est un fait vrai. Il y a des gens, bon, c'est question d'acclimatement. Vous pouvez être là, vous êtes à un endroit où vous arrivez à un endroit. Parce que, vous voyez, nous nous sommes toujours posés, il faut faire un constat. Lorsqu'aujourd'hui, Madame Anaïs, c'est un exemple, est interpellée au niveau de la justice, elle arrive tout bonnement et du coup, on lui dit tel que vous êtes là, il y a des motifs vraiment sérieux, des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur vous, vous allez rester. Normalement, Madame Anaïs aurait bien voulu qu'elle reste quand même à un endroit digne, un endroit qui montre quand même qu'elle est humaine. Mais Madame est envoyée dans ce que nous appelons à Kinshasa Amigo. Et là, Madame, nous avons eu à assister. Oh, ce sont des conditions infrahumaines. Il y a des gens qui tombent déjà malades à l'entrée de nos amigos. Les gens sont entassés. Il y a des gens qui sont, oh, c'est à notre propre honte. Il y a des gens qui sont là sans habits. Il y a des gens qui font leurs histoires vraiment au vu, au sud de tout. Ces genres de conditions, il y a des gens qui contactent des maladies. Maintenant, quand vous êtes acheminé au centre pénitentiaire de rééducation que nous appelons CPRK, et là, ça dépend maintenant des moyens. Si vous avez un peu de moyens, il y a des gens qui vont aller dans des pavillons dignes, entre guillemets, occupés, et ces genres de personnes peuvent résister. Mais si vous n'avez pas de moyens, et là, on va vous des pavillons comme le pavillon 5 qui sont mais les gens qui détournent l'argent de l'État, qui détournent notre argent à nous, la population, eux vivent aisément en prison parce qu'ils ont de moyens. Ce sont les pauvres citoyens qui meurent là. Oui, c'est ça, vraiment. Normalement, les gens qui ont détourné doivent payer. Ils doivent payer et de leur corps, ils doivent payer s'ils sont condamnés. S'ils sont condamnés et que des voies de recours ont été épuisées, ces gens-là doivent exécuter leur peine. Non seulement ça, sur le plan financier, ils doivent remettre ce qu'ils ont détourné indignement, impunément. Donc, ils doivent absolument. Mais nous constatons malheureusement, à peine ils entrent et directement, les médecins nous brandissent les bilans médicaux pour dire que voilà, s'ils demeurent encore ici dans 48 heures, vous allez retrouver les cadavres. Et une fois qu'ils ressortent, et plus jamais, et c'est ce que nous condamnons malheureusement. Nous voudrions vraiment que cette fois-ci, et que, comme nous le voyons aussi en Occident, que même dans les centres pénitentiaires,
qu'il y ait quand même des médecins qui entrent et qui puissent soigner toutes ces personnes-là. Et maître, pourquoi jusqu'aujourd'hui, et malgré les cris de détresse de la population, les magistrats qui commettent des abus sont loin d'être sanctionnés? Bon, vous savez qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature. Et à ce que je sache, la dernière personne qui est maintenant à la tête de ce conseil, de cette institution, avait martelé lors de la rentrée judiciaire à tous les magistrats pour dire que c'était déjà fini. Et je continue toujours à lui faire confiance parce que tout n'est pas, la population n'est pas vraiment informée. Il devait y avoir la chronique judiciaire par les journalistes qui voudraient quand même, parce qu'il y a des blâmes, il y a des sanctions à tout, il y a un échelon. Il y a d'abord des blâmes, etc., jusqu'au point où il y a la révocation des Et magistrats. nous les sentons pas à notre niveau, on les sent pas, hein. Il y a déjà des magistrats qui sont mis à pied, il y a des magistrats qui seront révoqués, il y a tous ceux qui sont vraiment, qui sont en train de combattre l'appareil judiciaire. Croyez-moi, d'ici peu vous entendrez. Depuis la dernière allocution du chef de l'État, nous avons appris que des choses, les lignes commencent à bouger. Et surtout qu'il avait dit que je n'ai jamais été derrière aucun dossier pour qu'il y ait une liberté provisoire, ça et là. Alors, il y a plusieurs qui étaient encore pour dire non, c'est le dossier du chef, c'est le dossier de la présidence, c'est le dossier de ceci. Maintenant, fini la récréation, nous faisons Mais confiance. à votre avis, maître, qui entretient ces désordres? Bon, ce sont, comme vous avez dit au départ, ce sont les politiciens. Ce sont les politiciens qui se croyaient être des intouchables pour dire que voilà, moi je suis toujours à côté du chef, moi je suis du camp tel, mais nous ne devons pas faire ça. La justice doit être pour tout le monde. Et nul ne doit être au-dessus de la loi. C'est ça. Donc c'est toujours des camps politiciens qui étaient là pour protéger et prendre la justice et la mettre au service d'un individu. C'est que nous ne voulons pas, c'est ça, cet entretien-là. Donc il faut seulement que le chef de l'État se lève, qu'il mette encore, qu'il frappe encore comme il a frappé la dernière fois. Vous verrez que il n'y a que la justice et les magistrats seuls qui peuvent donner et redorer les blasons ternis de notre justice jusque-là. Et maître, revenons à la question de la libération sans respecter la procédure. On prend l'exemple. Je suis désolé de citer les noms parce qu'on ne voudrait pas citer les noms, mais on est quand même poussé à citer les noms. Je voudrais prendre l'exemple de Vital Kamerhe qui a été condamné à 20 ans de prison. Il s'est fait que Vital est allé en appel et en appel, sa peine a été réduite à 13 ans de prison et au niveau de la Cour de cassation, je pense, si je retiens bien, on n'a pas trouvé de peine, on n'a pas trouvé de preuves suffisantes pouvant l'inculper. Alors, pendant tout ce temps que Vital Kamerhe a passé en prison, est-ce que la République doit à Vital Kamerhe la réparation? Normalement, lorsqu'une personne est, est inculpée, condamnée, comme ce fut le cas de Kamerhe, et qu'au grand jour, on nous dit qu'il a été acquitté, qu'il n'avait rien fait, toutes les fois qu'il est passé par l'emprisonnement, l'humiliation, qu'on sort, ça s'appelle dédommagement. Il faut maintenant que sur le plan civil, que ses avocats constituent un dossier et sur lui-même il le veut et il sera indemnisé. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas comme ça et que les gens ont été indemnisés au pays? Oui, il y a toujours des gens qui sont indemnisés. Quand on vous accuse faussement et que vous recouvrez la liberté après avoir passé des moments durs, en tout cas, vous avez droit. Vous avez droit à une réparation. Vous devez constituer le dossier. Et quel est l'organe qui indemnise? L'organe qui indemnise? L'organe qui indemnise, donc, nous devons rentrer à la justice sur le plan civil, ou même le juge pénal peut statuer sur le plan civil, et dès lors que vous avez le jugement en main, le trésor public doit indemniser. Le trésor public, c'est toujours l'État congolais qui doit indemniser. Parce que Oui, c'est au maître, nom. en suivant cette émission, je dirais pourquoi manifester la volonté de désengorger les prisons alors qu'on n'a pas encore éradiqué la question sur les détentions arbitraires? Voilà. Le désengorgement des systèmes carcéraux est une mesure qui s'impose. Parce que nous sommes les gens, nous avons souscrit à des traités et des chartes. Nous avons souscrit à la charte internationale sur les droits de l'homme, où on prône la dignité humaine,
où on condamne le traitement inhumain et dégradant de la personne humaine. Mais du moment qu'un endroit qui devrait avoir la capacité d'accueil de 1000 personnes, on y trouve 10 000. C'est là où il y a des causes de maladies, c'est là où il y a des causes de décès, c'est là où il y a causes de toutes sortes de choses que nous condamnons. Voilà pourquoi tout ministre de la Justice en fonction, et l'État en particulier, doit tout faire pour d'abord désengorger les milieux où on doit mettre, pourquoi pas aussi construire d'autres milieux pour la personne ne va pas souscrire, la personne ne va pas se soustraire, la personne ne va pas fouiller dans ce pays ici où on doit toujours continuer à infliger la peine si la personne a été trouvée coupable ou guilty, comme nous le disons ici. Donc, c'est un impératif, pour répondre à votre question, les désengorgements, c'est un impératif, parce qu'on a trouvé qu'il y a des gens qui ont été arrêtés plusieurs années sans qu'on leur dise pourquoi vous êtes là. Alors, de telles personnes, il faut commencer à ces genres de personnes pour le faire sortir parce qu'ils sont innocemment arrêtés. Il y a des gens qui ont été condamnés à des petites peines, mais l'exécution, ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ces genres de personnes, il faut d'abord. Mais des grands criminels qui ont commis des crimes, et ils peuvent rester. Les désengagements doivent commencer par des personnes qui n'ont plus rien à faire dans ces milieux. Oui, dans ces sens-là, maître, je voudrais épingler quelque chose que nous avons constaté une fois. Il y a une dame qui devait sortir, mais malheureusement qui est sortie 3 ans après, dans le même ordre d'idée, qui est sortie 3 ans après. Mais on apprendra que elle était éligible à sortir, mais le magistrat qui avait le dossier a fait en sorte que la dame cherche à lui donner de l'argent avant que son nom soit listé, soit sur la liste des gens qui devraient sortir. Et c'est ce qui a fait que la dame soit retenue en prison encore pendant 3 ans. Est-ce que cela ne peut pas se reproduire? Nous avons peur à ce que cela se reproduise. Parce que vous avez des gens qui sont éligibles, mais qui peuvent pas sortir juste par la mauvaise foi de ceux qui sont en train d'établir des listes. Oui, voilà pourquoi les avocats que nous sommes, ainsi que d'autres agents auxiliaires de la justice, doivent aider la population. Il y a vraiment des innocents qui sont encore dans ces centres alors qu'ils devraient déjà se retrouver ailleurs. Partons, il y a le principe qui dit la liberté, c'est le principe, la détention en est une exception. Alors, une personne qui était déjà listée pour sortir, mais ça devient une autre condamnation pour la personne qui continue à le mettre là-bas, alors que la personne devait déjà recouvrer sa liberté. Donc, vous savez, il y a la procédure. Quand nous avons eu à prester devant la juridiction militaire et la juridiction civile. Lorsque devant la juridiction militaire, on prononce votre acquittement, croyez-moi, même si c'est à 1h du matin, séance tenante, les militaires relâchent. Mais dans des juridictions civiles, on prononce votre libération. La personne rentre en prison. Vous devez aller voir le directeur de la prison. Vous devez d'abord rentrer, revoir le greffier. Il doit signer certains papiers inutilement. Et puis, vous allez rentrer pour ramener la personne. C'est tout. Toutes ces histoires-là que nous pouvons condamner, qui allègent la machine judiciaire pour rien. Il faut vraiment que les choses soient bien claires au départ. Comment éviter alors la fraude pendant l'élaboration des listes des condamnés qui sont inéligibles à la grâce présidentielle ou à la libération conditionnelle? Les cas de ce que nous avons vu pendant le procès des kidnappeurs, et puis je pense qu'il y a d'autres cas aussi, surtout sur les détournements de fonds. Parce qu'on ne veut pas citer les noms de gens, mais vous le savez très bien, je pense. Oui, je me suis souvenu d'un cas malheureux où Madame le ministre de la Justice se plaignait de voir une personne qui n'était pas sur la liste des personnes qui devaient bénéficier de la grâce présidentielle être au profit de cette grâce-là. Donc, cela veut dire que c'est un travail qui s'est fait en amont au niveau de l'appareil judiciaire. Parce que il est dit que la sanction doit être exécutée dès qu'elle devient définitive. Maintenant, les personnes qui sont bénéficiaires de la grâce présidentielle, le procureur ou l'officier du ministère public, selon les cas, le procureur de la République ou le procureur général pour la cour d'appel, ces gens-là doivent veiller à cette exécution-là pour voir effectivement la personne qui avait été condamnée est aujourd'hui bénéficiaire de la mesure présidentielle de la grâce.
on doit vraiment veiller. Il y a des filières, on doit suivre ça. Donc, c'est un travail qui s'est fait au niveau de l'appareil judiciaire. Les avocats doivent être là aussi pour savoir au sujet de leurs clients qui avaient déjà été bénéficiaires et qui sont bénéficiaires de toutes ces mesures-là. C'est un travail de nous tous, les avocats, les magistrats, l'appareil judiciaire en Mais général. comment ce travail-là ne se fait pas au niveau d'une seule personne? C'est tout un réseau de personnes, soit un organe, je peux dire, si j'exagère, qui exécute ce travail-là. Mais on arrive quand même à frauder à ces niveaux-là. On peut quand même corrompre une seule personne, mais pas tout un réseau de gens. Oui, oui, c'est pourquoi vous êtes resté vraiment en Amérique, vous avez vu qu'il y a toujours ce que nous pouvons dire l'évaluation. En Amérique, quand on fait quelque chose, il faut voir l'évaluation. Quand, par exemple, il y a un projet de la libération par la grâce présidentielle, il y a le ministre qui constitue le dossier. Il doit voir tous les chefs des organes. On leur dit ça, chacun à son niveau. On regarde au niveau du tripé, les gens qui ont été condamnés. On regarde au niveau des TGI, tribunaux de grande instance. On passe au niveau des cours d'appel. Et puis, on passe au côté du ministère public, on voit tous les parquets, tous les chefs de parquet, pour constituer quand même une commission. C'est un travail qui s'est fait en commission. La fraude intervient justement au niveau de la commission, et comme nous disons, la fraude annule tout. Dès lors que vous devez revenir en évaluation, vous voyez qu'il y a des noms qui ont été mis au profit des personnes qui devaient. En tout cas, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Vous trouvez des irrégularités, mais je pense qu'il y a moyen de faire une marche arrière, non? Il n'y en a pas? Oui, oui. Ce qui est écrit est Les, écrit? les combles est que, vous savez, quand on fait déjà, on fait des listes, on fait des aménagements, on rentre encore devant l'autorité, elle appose sa signature et les sceaux de la justice. Et maintenant, on envoie ça au chef de ces centres-là, notamment les directeurs de prison, avec certains inspecteurs ou les membres des offices de procureurs. Dès qu'ils arrivent, on voit que dans la commission, le ministre a signé, tel a signé, peut-être qu'il y a 3 signatures. Là, la fraude est passée, elle est couverte. Mais dès qu'on se rend compte que cette personne n'était pas éligible, en tout cas, on doit récupérer. Pourquoi pas? Parce que c'est la fraude. Il y a un principe qui dit la fraude corrompt tout. Et là, la personne ne sera plus bénéficiaire. C'était par fraude et la personne doit être récupérée. La La personne doit personne doit être être, récupérée, mais chez nous, on ne récupère pas. Alors, c'est-à-dire, malheureusement. il y a eu une main noire sur ça. Heureusement, voilà Parce que pourquoi même un. si nous l'avons vu sur un simple kidnappeur, parce que si on le dit peut-être chez les autorités congolaises ou encore chez les gens du pouvoir, cela se fait si facilement parce qu'ils sont dans le pouvoir. Mais chez les simples kidnappeurs, donc c'est-à-dire au niveau, le problème c'est au niveau de la magistrature ou de l'appareil Tout à fait. judiciaire. Oui, pour les kidnappeurs, j'avais suivi juste une image. On nous montre un d'entre eux, le célèbre, qui était déjà arrêté à l'époque, qui était déjà dans le service national. Mais tout le monde se demande comment avait-il recouvré la liberté. Mhm. Des gens disent que c'était par la grâce présidentielle. Bon, je n'ai pas vraiment maîtrisé sa libération déjà en son temps. Ben, c'était rarement ce que je sais, c'était vraiment par la fraude et tout le Mais je monde a pense que c'est interprété. lui qui aurait dit que il avait payé 700 dollars au magistrat. Voilà, voilà. C'est simple. En tout cas, ma soeur, c'est simple que le magistrat soit, qu'on retrace. On peut retracer la filière et tomber sur le magistrat qui avait. Mais maître, on remarque que c'est comme si vous, entre vous, vous vous protégez aussi. Parce que quelqu'un qui dit comme ça, aussi au vu de tout le monde, il dit que moi, j'avais payé 700 dollars auprès du magistrat et puis j'ai été libéré. On a inséré mon nom sur la liste de la grâce présidentielle et puis on n'interpelle même pas le magistrat en question. Donc, peut-être l'interpellation aille. Ce n'est pas que nous nous protégeons entre nous. Non, loin de là, nous sommes là pour protéger les intérêts de nos clients devant le même magistrat et nous n'avons aucun droit aucune intention de les protéger. Loin s'en faut. Donc, il est vrai que sous les procès, devant ce procès-là, le monsieur a parlé. Il a parlé, mais à l'interne, les hauts magistrats, à l'interne, le Conseil supérieur de la magistrature sait très bien qui était le magistrat en charge de ces dossiers-là. Et croyez-moi, quelque chose s'est passé. Malheureusement, nous, vous les journalistes, vous n'êtes pas passés par là pour nous informer qu'est-ce qu'il y a eu. Là, nous avons vu juste là ce qui a été déclaré, mais l'arrière-plan, vous ne savez pas ce que. Peut-être le magistrat a connu le blâme, il a connu ceci, il a été, on ne sait pas trop.
Et maître, pourquoi le pouvoir du ministre de la Justice ne se limite qu'aux magistrats debout et non aux magistrats assis? Est-ce que vous pouvez encore répondre à la question? J'ai dit pourquoi le pouvoir du ministre de la Justice ne se limite qu'aux magistrats debout et non aux magistrats assis. Non, non, il est leur autorité tutélaire. C'est une autorité. Donc, nous voulons ceci. La justice est, par la Constitution, un service, une institution indépendante par rapport aux deux autres pouvoirs. Donc, c'est un pouvoir indépendant. Mais, du moment que le magistrat, le ministre de la Justice est là, on veut seulement que les juges, quand ils prononcent un jugement, qu'ils le fassent en âme et conscience, en intime conviction. Mais croyez-moi, au Congo, le magistrat, le ministre ne se limite pas seulement au parquet. Non, il régule tous les services, même au niveau de ceux qui sont appelés les juges, les magistrats assis, qui sont les juges des tribunaux. Il donne les orientations, mais il ne dicte pas ce que les juridictions doivent faire. Il voudrait seulement rappeler au principe de la présomption d'innocence. Il rappelle, quand il parle au principe de présomption d'innocence, ceux qui appliquent ces principes, ce ne sont pas les magistrats debout, c'est beaucoup plus les magistrats qui sont assis. C'est comme ça que que le magistrat debout a appelé devant la presse et consort, la personne a détourné. Mais dès que cette personne arrive devant les juges lui donnent tous les droits et toutes les garanties possibles d'avoir un avocat. Et la personne arrive comme ça, on veut les carcérer, on dit non, non, vous voulez une remise, on donne la remise. Donc, le ministre, pour me répéter, il est là pour l'ensemble de l'appareil judiciaire que les officiers du ministère public qui sont les magistrats debout, ainsi que toutes les juridictions qui sont les magistrats assis. Il est là pour encadrer les uns les autres. Ah, voilà, nous avons appris qu'il y a une nouvelle loi qui revêt la police comme à caractère civil, mais nous continuons à remarquer que pour les abus, soit pour les policiers continuent à être déférés dans les juridictions militaires. Et quand est-ce que cette loi va être en application? Bon, nous apprenons que la nouvelle loi, quand elle est promulguée, c'est pour l'avenir. Donc, on nous dit toujours la loi pénale est rétroagée seulement si elle est au profit de, de l'accusé. Donc, mais sinon, la loi est en gestation. On voudrait que la police, tous les membres de la police soient déférés devant les juridictions civiles. C'est ce que vous m'avez dit, c'est ce que vous avez suivi. Si tel est le cas, en attendant, il y a toujours quand on promulgue la loi, on nous dit en attendant. Je crois que cette phase-là se trouve en attendant la mise en place pendant la période transitoire. Si la police, les membres de la police ont commis n'importe quoi, ils sont d'abord passibles devant les juridictions militaires parce ils sont des gens qui portent les armes, vous voyez. Parce que pourquoi les civils qui sont dans une infraction ou bien dans un dossier cité où il y a seulement les ports d'armes ou les défaire devant les juridictions militaires, quoi qu'il soit civil. Et vous le savez, vous avez le cas d'un homme qui était proche du conseiller de Katumbi qui se trouve là-bas alors qu'il n'est pas militaire, mais il se trouve devant les juridictions militaires. Je crois peut-être que nous sommes dans la phase transitionnelle. Donc, Revenons sur le cas Salomon Kalonda, qui a été inculpé. Il serait inculpé pour la première fois pour le port d'armes. Et finalement, quand ils sont allés dans le tout dernier procès, on dit qu'il a été inculpé pour trahison en temps de guerre, alors que nous savons que la guerre en République démocratique du Congo n'a jamais été déclarée officiellement. Et en plus de cela, Kalonda n'assume pas des autres fonctions au sein de la République démocratique du Congo. Personne ne sait. On sait qu'il est un businessman. Il pouvait avoir des contacts avec des pays étrangers que nous citons dans nos rapports qu'ils sont agresseurs. Et ça, on ne sait pas. C'est à lui de s'expliquer. Mais pourquoi les choses se passent de cette façon-là? Vous avez très bien dit. J'aime votre phrase que vous avez dit c'est à lui de s'expliquer. Une chose est vraie, Kalonda, est innocent, il sera acquitté. Si Kalonda est innocent, il sera acquitté. Kalonda a de meilleurs avocats qui sont autour de lui. Kalonda se retrouve devant la juridiction militaire parce qu'il a été trouvé avec des choses
d'après la juridiction militaire, elle serait compétente pour le juger. Notamment, il est en contact avec un État étranger, un État qui nous agresse, un État qui est impliqué dans les choses. Et on nous dit qu'il a tout sa main. C'est à ses avocats de prouver le contraire lui-même devant la juridiction, devant l'accusation qui pèse contre lui. Donc, pour répondre à la question, pour savoir, mais la guerre n'avait pas été déclarée. Vous avez voulu qu'on déclare la guerre pour l'État, tout entier, pour la partie de l'Est. Parce qu'au moment où nous ne pouvons pas nous voiler la face, aujourd'hui, Bunagana n'est pas entre nôtres, ça fait plus d'une année. Oui, Bunagana est entre les mains du Rwanda au moment où nous parlons. La population a été déplacée. Et il y a le siège. L'état de siège a été déclaré parce qu'il n'y avait plus le contrôle. L'État n'avait plus le contrôle lui-même comme ça. Il y a toujours des implications. Chaque jour qui passait, on apprenait par les ondes les décès en nombre quantitatif de Congolais tués par les Rwandais. Voilà. Pourquoi, en attendant tout ceci, la justice est là. Les avocats pourront soulever ces moyens-là pour dire, mais quand est-ce que l'État a été déclaré? Vous savez, aux États-Unis, quand le chef de l'État déclare l'état de guerre, on a vu directement, les forces sont allées au niveau dans d'autres pays pour monter, faire tout ce qu'ils devaient faire au nom, parce que la guerre a été déclarée. Mais moi, je sais que quand le chef de l'État a déclaré, instauré l'état de siège, on a compris que toute cette partie de l'Est-là, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix jusqu'à ces jours. Il n'y a pas la paix. On ne peut pas. Mais si lui-même n'arrive pas à le faire, pourquoi ne pas aller au Congrès? Bon, c'est à l'ordre du jour. Hein. Ils ont l'agenda. Ils ont l'agenda. Le Congrès, il faut que la Chambre basse et la Chambre haute se réunissent. Et puis, sous la présidence de lui-même aussi, il y a l'agenda. C'est question, moi, je me dis, c'est question d'agenda. Agenda politique. Et puis, maître, aujourd'hui, on arrête Kalonda, qui n'avait pas de position politique au sein du pouvoir. On l'arrête pour trahison. Mais entre-temps, nous aurions appris que nous avons des députés nationaux et des sénateurs qui sont cités dans cette complicité dans la guerre de l'Est. Mais on le laisse vaquer à leurs occupations librement. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Parce que Kalonda est du pouvoir et de l'opposition? Les deux poids, ça s'apparente ainsi. Ça s'apparente ainsi. Toute personne de l'opposition qui est arrêtée par le pouvoir en place, d'emblée, on se dit que c'est un procès politique. Ça a toujours été ici dans tous les États africains, malheureusement, où quand les avocats viendront, ils nous diront seulement que le dossier est vide. Le dossier est vide, c'est juste pour des colorations politiques que la personne a été contre. Le cas de Kalonda a étonné plus d'une personne, même moi aussi, quand j'ai appris, mais c'était quoi? À cause, même dernièrement, quand on avait arrêté Franck Diongo. Pourquoi? Parce qu'il serait cité par Kalonda. Mais heureusement, j'ai appris qu'il a pu bénéficier d'une liberté provisoire. L'acquittement vient après le jugement, mais il a été tout simplement libéré. Donc, pour dire que... Dans ces cas-là, quand vous êtes provisoirement libéré, on peut vous récupérer à un moment ou à l'autre. C'est ça? Quand vous êtes dans la liberté provisoire, c'est comme on le dit, ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. On peut vous reprendre à tout moment. On peut vous reprendre. Parce qu'il y a même des conditions dans la liberté provisoire. Quand vous êtes dans une liberté provisoire, il y a des conditions, il y a des coins et aéroports que vous ne pouvez pas accéder. Et vous devez répondre chaque mardi devant l'officier du ministère public pour signer que vous êtes toujours là. Et vous ne pouvez même être aussi à une certaine distance limitée. C'est vraiment... à tout moment. Voilà, je m'excuse même de vous avoir interrompu. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça à Kalonda? Parce qu'on ne pense pas que Kalonda allait s'échapper. Oui, là, c'est ce que nous disons. À tout moment, au nom de la présomption d'innocence, vu les statuts de Kalonda, vu sa résidence, son établissement dans ce pays, sa fuite n'était pas à craindre. Mais là, cette question, toujours devant le magistrat, on se dit, mais quelqu'un comme Kalonda, est-ce qu'il va fuir? Mais ils disent toujours non, nous craignons sa fuite, nous sommes compétents pour décider du refus de cette liberté provisoire. Je sais que tous ces avocats... Alors, ceux qui disent que ce procès-là serait politique n'ont pas tort. Oui. Non, on n'a pas tort, on n'a pas raison non plus. En tout cas, quand on a affaire à un acteur politique devant la juridiction militaire, tous les champs sont ouverts. Toutes les opinions peuvent être dites parce que
Les uns diront que c'est un procès politique, les autres vont dire que c'était un vrai procès, mais faisons confiance à notre justice, voyons, parce qu'après la condamnation de Kalonda, il y aura les voies de recours qui sont ouvertes. Nous ne pouvons pas d'emblée lui dire qu'il a été condamné non, et qu'il est coupable. Non, il bénéficie encore des présomptions d'innocence devant cette même juridiction militaire, fut-elle. Mais en tout cas, moi, j'ai encore foi que vous pouvez voir d'un jour à l'autre, il pourra être acquitté parce qu'il n'a pas un rôle où il est venu troubler l'État. Moi, je ne vois pas ça. Sinon, ça s'apparente aussi à un acharnement politique. Hein. Voilà. Mais on remarque aussi pour la plupart des hommes de l'opposition qu'on arrête, vous arrivez là-bas malgré, vous jouissez encore de votre présomption d'innocence, mais ils sont quand même soumis à certaines restrictions. À un moment, nous attendons qu'on refuse à leurs avocats d'entrer, on refuse à leurs épouses d'entrer, on refuse à ceux qui reçoivent des soins de santé. Ça arrive très souvent comme ça. Pourquoi? Pourquoi cela se passe de cette façon-là? Quand on est au niveau de nos services de sécurité, dont l'ANR, par moment, DEMIAP, détection militaire, les actions antipatrie, en tout cas, nous, les avocats, nous avons eu à souffrir. Nous avons eu à souffrir quand, moi, personnellement, quand mes clients se retrouvent au niveau de Kinmazière, une fois, je me suis acharné contre un colonel, un capitaine qui était là. Il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mais écoute, quels que soient les régimes qui viendraient, on aura toujours besoin de nous. Parce qu'il arrivait que nous arrivions chez le magistrat, nous sommes devant le magistrat, on demande le dossier en copie. Kinmazière refusait. Il dit, nous avons notre temps, nous continuons l'enquête. Que dire de l'ANR? Vous avez à l'ANR, là-bas, on vous dit pas d'accès aux avocats. Et c'est fini, vous ne pouvez rien. Vous arrivez à DEMIAP, n'en parlons même pas. Ça prend le temps. Vous allez devant le procureur général. Je me souviens à l'époque, on allait devant le procureur général. Voilà, il y a un dossier, elle a appelé. C'est un chef hiérarchique de ces gens-là, mais jamais il disait que toujours qu'il dépendait du niveau du président. Et nous dépendons du président, non pas de la présidence, nous dépendons du président. Et là, il nous disait, quels que soient les régimes, on aura toujours besoin de ça. C'est ce qui existe, malheureusement, on n'en peut rien. Donc, tant que le dossier de nos clients se trouve au niveau de ANR, des MIAP, tout ça, on souffre un peu avec les clients. Mais si au niveau des CPK et consorts, là, on ne peut jamais refuser l'accès. Et vous avez vu, chaque fois que les juridictions militaires se constituent, on voit la saisine et la compétence, on dit, est-ce que vous avez les droits des avocats, est-ce que vos avocats sont là? Et si les avocats sollicitent des remises, on les leur accorde. La seule chose qu'on ne nous accorde pas, c'est la liberté provisoire. D'après, ils sont un peu souverains quand ils disent que non, on refuse. On n'en peut rien. Et voilà, maître, merci beaucoup. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui et merci pour tous les éléments que vous nous avez donnés. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous prions de vous abonner massivement à Anaïs 5 Stars TV, commenter, partager et, comme on dit, liker. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.